Notre système de soins reconnu comme un des plus efficaces du monde subit depuis 30 ans les conséquences des politiques de privatisation et de libéralisation. Les politiques menées ces dernières années ont eu des conséquences sanitaires néfastes. La France est caractérisée par des inégalités sociales de santé parmi les plus hautes en Europe. 6 années d'écart d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre. Notre taux de mortalité prématurée est très élevé. L'espérance de vie en bonne santé diminue depuis 2006. Les cancers environnementaux se multiplient et le taux de renoncement aux soins pour raisons financières est en augmentation constante. La France n'a pas de politique de santé au sens fort, c'est-à-dire de politique affichant des valeurs et des priorités démocratiquement débattues. Pire, ce semblant de politique de santé a été réduit à la seule dimension budgétaire. La T2A, on ne parle de la sécurité sociale que dans le cadre de la dramaturgie du trou de la sécu. Et le seul but est d'acclimater les esprits à des réformes impératives visant la réduction des dépenses publiques de santé et leur transfert vers le secteur privé. Cette privatisation rampante profite d'abord aux intérêts privés comme les assureurs et l'industrie pharmaceutique. Elle est aussi néfaste pour les structures de santé, leur personnel et pour la santé de la population. En réalité, elle est particulièrement coûteuse. L'exemple des États-Unis, dont le système de santé est majoritairement privé, devrait faire réfléchir. Les dépenses de santé représentent 17,1% du PIB contre 11,5% en France et l'espérance de vie y est de 78,8 années en baisse contre 82,4 pour les Français. Les inégalités sociales de santé y sont encore plus élevées. Les plus riches ont accès aux technologies de pointe, alors que des millions de profs se ruinent pour combattre les cancers, par exemple. Privatiser la santé est à la fois inégalitaire et inefficace. Sans réflexion stratégique, ni un regard sur le long terme, notre système de santé subit des cures d'austérité à répétition et aux effets désastreux pour la population. Délais de rendez-vous scandaleusement longs, pénurie de spécialistes, etc. L'accès aux soins devient de plus en plus difficile avec le développement des déserts médicaux. Le nombre de médecins généralistes a diminué de 2,4% entre 2007 et 2016 et rien n'est fait en 2025. La France en aura perdu un quart. Mais cela ne concerne pas uniquement la médecine de ville. Le secteur hospitalier fait aussi face à des fermetures d'établissements, à la suppression de lits, à une insuffisance des effectifs personnels soignants. La multiplication des dépassements d'honoraires qui rendent la santé de plus inabordable, à l'heure où 3 personnes sur 10 renoncent à se soigner par manque d'argent. La dégradation d'organismes à la base de la prévention et d'accès aux soins, comme la protection maternelle et infantile, PMI, la médecine scolaire ou la médecine du travail. Ces 3 structures relais doivent faire face à des suppressions de postes qui causent l'affaiblissement de leurs moyens et de leurs missions. La privatisation croissante de notre système de soins, la prise en charge par la branche maladie de la sécurité sociale n'a cessé de reculer pour passer sous les 50% en ce qui concerne les soins courants.
hors affection de longue durée et hospitalisation. Dans ces conditions, il est souvent impossible d'accéder aux soins sans disposer d'une complémentaire santé coûteuse et foncièrement inégalitaire. Par contre, les firmes pharmaceutiques, elles, s'enrichissent. Les 5 principales industries pharmaceutiques ont dépassé les 200 milliards d'euros de revenus en 2015 pour des bénéfices de 47 milliards. Pourtant, les enjeux sanitaires sont gigantesques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, dans le monde, 6,5 millions de décès par an, 12% sont associés à la pollution de l'air. L'usage généralisé des pesticides et l'abstention de risques et l'absence de restrictions des perturbateurs endocriniens sont les conséquences du productivisme le plus aveugle. En outre, dans les prochaines décennies, nous serons confrontés aux conséquences du vieillissement de la population et de la transition épidémiologique, c'est-à-dire l'explosion des maladies chroniques comme le diabète ou les cancers. Notre système n'est pas préparé à faire face à ces pathologies qui nécessitent des prises en charge intégrées et axées sur la prévention et l'éducation thérapeutique. Il y a urgence, la menace d'un crash sanitaire plane. Dans ces conditions, 2 défauts majeurs de notre système doivent faire l'objet de réponses déterminées. Le cloisonnement des politiques publiques qui réduit la santé à la question de l'offre de soins et qui empêche toute mise en cohérence entre politique environnementale, sociale et sanitaire, se focaliser comme aujourd'hui sur l'offre de soins sans prendre en compte les déterminants principaux de l'état de santé de la population que sont les conditions sociales et environnementales. C'est se condamner à l'échec. Les carences historiques en matière de coordination aggravées ces dernières années par la mise en concurrence délibérée des différents acteurs de l'offre de soins. Ville, hôpital, clinique, médical, médico-social, social sont antinomiques de prise en charge globale et cohérente de la population. Enfin, notre système de santé souffre de ce caractère bien peu démocratique. Les leviers de décision ont été accaparés par un conglomérat composé de mandarins, de technocrates, d'experts, de représentants du secteur privé. Pourtant, les citoyens ne demandent qu'à s'impliquer. Les Français sont profondément attachés à leur système de santé et à l'hôpital public. Ils s'opposent à l'option de la privatisation. Le succès du fil de Japet, la sociale, montre que l'ensemble de la population refuse l'austérité et la privatisation qui lui sont imposées. Les médecins généralistes et les urgences dans la tourmente, la médecine de ville est en proie à une dérégulation croissante. Outre les dépassements de honoraires, la crispation sur la liberté d'installation est un facteur majeur des inégalités géographiques d'accès aux soins. Le paiement à l'acte incite les médecins à faire des consultations courtes et très prescriptrices. À cause de ces barrières, de nombreux patients recourent aux urgences ou aux consultations externes des hôpitaux. Or, ces derniers sont sous pression budgétaire et se voient assommés du fait de la mise en place de la tarification à l'activité et de l'application des techniques de gestion du secteur privé de devenir les entreprises et de faire du chiffre aux dépens des conditions de travail des soignants et de la qualité des soins délivrés aux patients. Tout ce qui ne relève pas de la technique, prévention, éducation thérapeutique, médico-sociale, y est marginalisé et fragilisé. C'est la mission sociale et de santé publique de l'hôpital qui est atteinte. En aval, il n'existe pas assez de lits en soins de suite et de réadaptation. En psychiatrie, on n'est pas à 2 établissements hébergement pour personnes âgées dépendantes. Des patients qui ne devraient plus être dans les services de l'hôpital. Ils demeurent car ils se trouvent sans alternative. Résultat des réformes, tous les acteurs du système de soins souffrent et chaque compartiment cherche à transférer ses coûts sur les autres.
Les plus jeunes professionnels ne veulent plus de l'exercice libéral individuel. Envie le taux d'absentéisme, les soignants s'envolent à l'hôpital, dont l'activité décline. La solidarité des équipes de soins est mise à mal par les modes de management inspirés du privé. Les patients voient au final se dégrader l'accès et la qualité des soins. Non à l'hôpital, à entreprise. Sabrina Ali Ben Ali, interne des hôpitaux de Paris. Nous les soignants demandons seulement à pouvoir travailler dans des conditions dignes, respectueuses de nos métiers et de nos patients. Les plans d'austérité successifs et les mesures prises dans tous les secteurs de santé dénaturent le rôle des soignants, ceci nous empêche de pratiquer notre travail de prise en charge globale du patient, tant sur le plan somatique et psychique que sur le plan humain. On ne peut pas réduire un patient à sa pathologie. Une personne malade n'est pas une succession d'actes à tarifer. Et non, on ne soigne pas forcément mieux en soignant plus vite. Chaque malade est différent par sa pathologie, bien sûr, mais aussi par son âge, son vécu, son contexte socio-économique, son entourage familial, etc. Une majorité de personnel soignant, tout métier confondu, souffrent d'avoir parfois l'impression de maltraiter leurs patients, tant il devient difficile de pouvoir pratiquer une vraie prise en charge humaine, d'avoir la possibilité de passer du temps auprès du lit du malade. Sans compter l'épuisement physique et moral des personnels médicaux et paramédicaux. Ce sont des métiers particuliers compte tenu de leur proximité directe avec la maladie, la mort, mais aussi, fort heureusement, avec quelques bonheurs humains. Ces professions doivent donc être protégées avec le temps de repos nécessaire. Et les temps de repos nécessaires doivent être respectés afin que les soignants puissent assurer leur travail sans mettre en péril leur santé physique et mentale. Aujourd'hui, le manque d'effectifs, la surcharge de travail et les impératifs de rentabilité imposés par ces logiques d'économie drastique nuisent gravement à la santé des personnels soignants et à la prise en charge de nos patients.